Au début, il y avait de l'agitation, des cris et des chuchotements derrière les portes épaisses des appartements. Les serviteurs disaient que la reine de France elle-même, surnommée la Louve par le peuple, était assise sur son lit, arrachant les draps avec ses ongles et sifflant comme une bête sauvage lorsque le médecin touchait sa peau ulcérée. Dans les rues de Paris, au pied du palais, des rumeurs circulaient déjà, selon lesquelles son corps était rongé par la pourriture et son esprit par une obsession diabolique. Les rapports interceptés par des scribes secrets indiquaient « Il est impossible de respirer dans sa chambre, la puanteur est telle que les bougies fument et s'éteignent. » Ainsi commencèrent les dernières semaines d'une femme dont le nom, peu de temps auparavant, inspirait encore la crainte aux rois et aux ambassadeurs. Les premiers signes de la maladie ont été de petits furoncles sur la peau, apparus au milieu de l'automne. Les médecins de la cour les ont attribués à l'air humide et ont conseillé des saignées en petite quantité, 2 fois par semaine, en prélevant au maximum la moitié d'une coupe de sang. On lui posait des sangsues sur les mains et les pieds pendant un quart d'heure, on lui enduisait la peau d'onguents à base de saindoux, d'ail pilé et d'huile de laurier. Le matin, on lui donnait une pincée de poudre d'opium. Le soir, 2 cuillères de sirop de pavot épais pour qu'elle puisse s'endormir. Mais les ulcères ne disparaissaient pas. Ils s'agrandissaient, se couvraient de croûtes et suintaient un liquide nauséabond. Les médecins consignaient chaque jour pouls rapides et irréguliers, langue recouverte d'un enduit grisâtre, urine trouble avec précipité. Les gardes à la porte étaient relevés toutes les 6 heures. Les clés des appartements étaient détenues par le chambellan de la vieille noblesse, mais les nouveaux favoris obtenaient l'accès par un passage secret. Les notes des serviteurs mentionnaient que de jeunes chevaliers venaient à minuit, et bien que la maladie rendait son corps insupportable au toucher, les rumeurs de rencontres secrètes se multipliaient. Ces rumeurs devenaient une arme entre les mains des ennemis de sa famille. La vieille noblesse l'accusait de débauche, mais son nouvel entourage la justifiait. Telle est sa nature, c'est ainsi qu'elle renforce son pouvoir. La lutte politique s'intensifiait. Derrière des portes closes, des réunions avaient lieu. Qui hériterait du pouvoir si la reine mourait sans reconnaître son testament? Les ambassadeurs d'Angleterre et de Bourgogne offraient secrètement de l'or à ceux qui parviendraient à la convaincre de signer. Les rapports indiquaient « Elle délire, mais elle se souvient encore qui sont ses ennemis et ses amis. Elle ne fait confiance à personne. » Sa paranoïa grandissait. Elle exigeait que chaque coupe de vin soit vérifiée et obligeait ses serviteurs à goûter sa nourriture avant elle. Des notes dans les marges des journaux du palais indiquaient que des seaux avaient été remplacés à 2 reprises sur des récipients contenant du vin. Ses souffrances physiques devenaient de plus en plus évidentes. La peau de ses talons était craquelée et ensanglantée. Ses cuisses étaient la couverte de plaies, suintant un pus jaune-vert, et des abcès s'étaient formés sous ses aisselles. Les médecins les cautérisaient avec du fer brûlant, laissant des brûlures circulaires, puis appliquaient des compresses imbibées d'une décoction d'absinthe et de vinaigre pendant 1 heure. En les changeant toutes les demi-heures, elle criait de douleur, puis perdait connaissance. Dans le journal d'un des médecins, on peut lire « L'odeur est devenue si forte que nous ne pouvons rester plus d'1 quart d'heure en sa présence. Nous devons accrocher à la porte des chiffons imbibés de vinaigre. » La dimension religieuse de sa vie était devenue un véritable supplice pour elle. Son confesseur venait tous les jours
parfois 2 fois par jour, elle lui avouait ses infidélités envers son mari, le roi, ses relations secrètes avec des chevaliers et même avec des moines. Mais à chaque fois, elle exigeait du prêtre qu'il lui confirme que ses péchés seraient pardonnés, puis elle se mettait à crier qu'elle ne croyait pas au pardon. Dans les déclarations du serviteur Jean, on peut lire « Elle se tordait les mains, se cassait les ongles, se griffait le visage et disait que les âmes de ceux qu'elle avait perdus gémissaient sous son lit. » Pendant ce temps, des scènes étranges se déroulaient dans les appartements. La nuit, elle se levait en titubant et exigeait qu'on la conduise devant un miroir. Là, voyant son visage couvert de taches, les lèvres enflées et les yeux rouges, elle se mettait à rire, puis à sangloter. Un jour, elle ordonna qu'on l'attache au lit avec des sangles pour ne pas suivre les démons qui l'appelaient. Les serviteurs l'attachèrent à un cadre en bois et placèrent de la feutrine pour qu'elle ne se frappe pas la tête contre les planches. Des traces d'urine et de pus restaient sur le lit et il fallait changer les draps 2 fois par jour. Ses héritiers se disputaient derrière les murs de ses appartements. Ses fils aînés, issus d'un premier mariage, exigeaient qu'elle soit immédiatement déclarée incapable de régner et que son testament soit réécrit. Ses nouveaux favoris gagnaient du temps, espérant qu'elle nommerait elle-même ses héritiers. Les rapports indiquaient qu'une nuit, on l'avait forcée à dicter son testament, mais les mots s'embrouillaient, et les scribes n'avaient pas compris la moitié. Le lendemain, elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait dit. Les premières semaines se passèrent ainsi. Son corps se décomposait lentement, petit à petit. Elle pouvait encore donner des ordres, appeler les chevaliers par leur nom, jeter des coupes sur la tête des médecins, les accusant de sorcellerie. Mais dans l'air, on sentait déjà que la fin était proche. Dans les rues, le peuple murmurait « La reine, pourrie vivante, Dieu l'a punie pour ses péchés. » La garde fut renforcée dans le palais. Désormais, 2 gardes se tenaient à la porte des appartements, l'un issu de l'ancienne noblesse, l'autre du nouvel entourage. Les clés furent réparties entre 3 fonctions, le chambellan, le trésorier et le capitaine de la garde. Chaque relève était consignée dans un registre, mais les entrées étaient de plus en plus souvent falsifiées. D'après les rapports, la nuit, des personnes qui ne figurent pas sur les listes pénètrent dans les appartements. Les portes s'ouvrent avec des clés qui ne devraient pas exister. Cela symbolisait le fait que le pouvoir de la reine mourante lui échappait déjà et que d'autres en disposaient à leur guise. Son état empirait de jour en jour. Les plaies sur ses jambes se sont ouvertes et ont commencé à suinter, laissant des taches sur les couches de feutre. Des escarres sombres et nauséabondes apparurent sur son dos, que les médecins saupoudraient de mousse broyée et d'un mélange de résine et de vinaigre. 3 fois par semaine, on lui faisait des saignées en petite quantité, mais le sang devenait épais, presque noir. On lui mettait désormais des sangsues sur le ventre et derrière les oreilles, que l'on maintenait en place pendant un quart d'heure. Les notes du médecin indiquent « Le pouls est faible et tremblant, la langue est sèche, fissurée, l'urine est peu abondante, son odeur est forte et putride. » Des tonneaux, remplis d'eau, imprégnés d'herbe, étaient placés dans les chambres pour atténuer la puanteur. Mais l'odeur traversait les murs. Les serviteurs se plaignaient que la puanteur leur faisait pleurer les yeux. L'un des jeunes pages s'est évanoui en aidant à changer les draps. La reine essayait toujours de conserver une apparence de pouvoir. Elle exigeait que ses conseillers se réunissent devant son lit et qu'ils écoutent ses rapports. Elle parlait doucement,
d'une voix rauque, s'interrompant souvent. Parfois, au milieu d'une phrase, elle était prise d'une quinte de toux et une odeur de pourriture s'échappait de sa bouche. On a conservé dans les journaux intimes ces lignes. Elle perd la raison, mais s'accroche au pouvoir. Elle veut signer des décrets, même si sa main tremble et que l'encre coule sur le parchemin. La lutte politique s'intensifia. La branche aînée de la noblesse exigeait qu'elle soit déclarée incapable et que ses pouvoirs soient transférés à son fils. Les nouveaux favoris insistaient sur le fait qu'elle était saine d'esprit et qu'elle devait choisir elle-même son héritier. Les ambassadeurs d'Angleterre et de Bourgogne renforcèrent la pression. Les Anglais promettaient leur soutien à la branche aînée, les Bourguignons à la nouvelle. Derrière les murs des appartements, des réunions nocturnes se tenaient pour débattre de la politique étrangère. Dans le peuple, des rumeurs circulaient sur le châtiment divin. Dans les rues, les prêtres disaient que son corps pourrissait vivant en punition de son adultère. Les gens venaient au palais et priaient pour sa mort, espérant un renouvellement du pouvoir. Dans un rapport des scribes secrets, on peut lire « La foule murmure, mieux vaut que la maison tombe, que son règne continue. » La médecine était impuissante. On lui donnait un peu d'opium le matin, 2 cuillères de sirop de pavot le soir, mais cela ne la faisait dormir que peu de temps. Les médecins changeaient les compresses d'herbe toutes les demi-heures. Ils cautérisaient les abcès, mais ceux-ci se formaient à nouveau rapidement. Ces cris résonnaient dans les couloirs et les gardes se relayaient plus souvent pour que les gens ne deviennent pas fous à cause de ces bruits. La confession devenait un rituel douloureux. Elle avouait ses péchés, puis se rétractait, avouait à nouveau, exigeait que le prêtre lui donne une confirmation écrite de l'absolution. Une fois, elle frappa le confesseur avec un calice, criant qu'il était un agent de ses ennemis. Après cela, l'accès à la prisonnière fut restreint, et seuls les prêtres personnellement approuvés par les favoris étaient autorisés à la voir. Son esprit s'embrouillait de plus en plus. Elle entendait des voix, accusait ses serviteurs de complot et exigeait qu'on leur coupe la langue. Dans son rapport, le serviteur de Pierre écrit « Elle a ordonné qu'on m'attache à une chaise et m'a gardé devant elle pendant 2 heures, me demandant qui chuchotait près de son lit la nuit. Mais il n'y avait personne dans la chambre. La paranoïa et la décomposition physique allaient de pair. Ses mains étaient enflées, ses ongles noircis et commençaient à se détacher. Des taches apparurent sur son visage, ses yeux larmoyaient, sa vue faiblissait. Elle demanda qu'on lui apporte un miroir, mais lorsqu'elle se vit, elle ferma les yeux et se mit à crier. On retira alors le miroir pour ne pas la rendre folle. Pendant ce temps, les intrigues s'intensifiaient. Le palais était divisé en 2 camps, les anciennes familles, avec la garde d'un côté, et les jeunes courtisans de l'autre. Chaque soir, des affrontements éclataient entre leurs partisans. Un chevalier fut retrouvé, égorgé dans le couloir, mais personne n'osa mener l'enquête. Les semaines passaient, son corps pourrissait, l'odeur imprégnait les murs, mais elle était toujours en vie, appelait toujours ses ennemis par leur nom, pouvait toujours signer les décrets. Et la peur qu'elle inspirait demeurait. Les notes de l'ambassadeur disent « Elle gît dans la puanteur et les ulcères ». Mais quand sa voix retentit, tous s'inclinent et écoutent. Son pouvoir repose sur la peur, même lorsque son corps se décompose. Au début de l'hiver, ses yeux ont commencé à se troubler. Ses pupilles ont perdu leur éclat, ses paupières ont enflé, du mucus coulait du coin de ses yeux. Les médecins ont écrit
Sa vue baisse, son visage est couvert de taches brunes, son pouls est lent et faible. Elle distinguait à peine les gens et se méfiait donc de tout le monde. Tous ceux qui entraient dans sa chambre devaient dire leur nom à voix haute et rester debout à la lueur d'une bougie. Mais même ainsi, elle ne croyait pas. Elle criait que c'étaient des assassins déguisés. Les souffrances physiques s'intensifièrent. Des ulcères se développèrent sur ses cuisses et suintaient du pus mêlé de sang. Les médecins tentèrent de les nettoyer avec une décoction de vermouth, du vinaigre et de l'eau mielée, et appliquèrent toutes les demi-heures des compresses de ail haché et de sein doux. Ils cautérisèrent les bords des plaies avec du fer, mais la peau se décomposait. Elle avait beaucoup de fièvre. Elle transpirait et ses draps étaient trempés de sueur. Les serviteurs les changeaient 3 fois par nuit. Sa sueur avait une odeur aigre et cadavérique. Dans le journal du médecin, on pouvait lire « langue noire et sèche, urine presque absente, convulsions et gémissements pendant la nuit ». On la maintenait avec des sangles. Sans elle se débattait, se griffait le visage et les mains. On trouvait du sang et des morceaux de sa propre peau sous ses ongles. Le feutre sous son corps était constamment mouillé d'urine. Sur son dos, les escarres atteignaient la taille d'une paume. La peau était devenue noire et friable. Malgré cela, elle continuait à donner des ordres. Parfois dans son délire, mais ils étaient exécutés. Elle exigeait que les serviteurs soient punis, accusait les chevaliers de trahison, ordonnait d'expulser la vieille noblesse. La crainte de son nom était telle que la garde lui obéissait, même lorsque ses ordres étaient incohérents. Les rapports indiquaient « sa voix est rauque, ses mots confus, mais son pouvoir est toujours intact. Personne n'ose la contredire. » La peur religieuse devenait pour elle un supplice. Son confesseur lisait des prières tous les jours, parfois jusqu'à 4 fois. Elle jurait voir les ombres des morts. Elle criait que son mari, le roi, se tenait près de son lit et réclamait du sang. Les prêtres se disputaient. Certains y voyaient une possession, d'autres une punition pour ses péchés. Dans les rues, les gens disaient que le diable s'était installé dans les appartements royaux. Les intrigues atteignirent leur paroxysme. Les anciennes familles rassemblèrent des troupes aux murs du palais. Le nouvel entourage cachait la reine mourante aux regards indiscrets, craignant qu'elle ne soit déclarée folle. Les ambassadeurs écrivaient « Le palais est divisé. Chaque couloir est un champ de bataille. Les gardes se battent contre leurs frères. Les soldats s'entretuent pour accéder à une femme qui ne reconnaît plus leur visage. » À l'intérieur des appartements, c'était le chaos. La nuit, ces convulsions réveillaient tout l'étage. Les serviteurs la tenaient par les bras et les jambes pour l'empêcher de tomber de son lit. Parfois, elle demandait un miroir et disait « Montrez-moi ce que je suis devenue. » Mais on cachait le miroir. Elle était tellement aveugle qu'elle ne voyait que la lueur des bougies. Les médecins consignaient chaque procédure. Les saignées, en petite quantité, se poursuivaient 2 fois par semaine, bien qu'elle n'ait presque plus de force. On lui posait des sangsues sur les tempes pendant 1/4 d'heure. On lui donnait une pincée d'opium le matin et 2 cuillères de sirop de pavot le soir, mais la douleur ne disparaissait pas. Elle criait même dans son sommeil. La paranoïa devenait permanente. Elle affirmait que les domestiques échangeaient l'eau et les pommades, exigeaient que le caméraman goûte tout. Celui-ci tomba malade et mourut 2 semaines plus tard. Sa mort renforça ses soupçons. Elle était désormais convaincue que les murs
était empoisonné. Les rumeurs se multipliaient dans la ville. Les gens disaient que la reine allait pourrir vivante et que toute la maison s'écroulerait avec elle. Les prêtres avertissaient à leurs ouailles que sa mort serait un signe de changement. Une foule se rassemblait devant le palais et priait pour sa mort. À l'intérieur, dans la puanteur et les cris, elle respirait encore. Les rapports indiquaient « Son corps est mort, mais sa voix est vivante. Elle est aveugle, délirante, mais son nom tient encore le pays. » En hiver, l'odeur provenant de ses appartements était si forte que les gardes demandaient à être relevés toutes les 2 heures. Les bougies fumaient et s'éteignaient, les murs étaient imprégnés d'une odeur de pourriture. Le chroniqueur nota « Il est impossible de respirer près de son lit, le tissu de ses vêtements noircis à cause de la puanteur. Son corps était presque immobile. Ses mains étaient enflées, ses doigts noircis, ses ongles tombaient. Ses jambes étaient devenues lourdes et enflées, couvertes de crevasses d'où suintait un liquide. Sur son dos, les escarres avaient atteint la taille d'une assiette. Les médecins les saupoudraient de cendre, y appliquaient des compresses imbibées de vinaigre, mais la peau se décomposait. Elle gisait sans force, bougeant à peine les lèvres. Elle était presque complètement aveugle. Elle ne voyait que des ombres floues. Parfois, elle murmurait qu'elle voyait des silhouettes dans un coin, les voix des morts. Son confesseur notait « Chaque jour, elle demande pardon. » Mais 1 heure plus tard, elle crie à nouveau que ses péchés ne lui sont pas pardonnés. Les procédures médicales se poursuivaient par inertie. On lui faisait des saignées en petite quantité 1 fois par semaine, bien que les médecins reconnaissaient que cela la tuait. On lui mettait de moins en moins de sangsues, sa peau ne les retenait pas, elle glissait. On lui donnait 2 cuillères de sirop de pavot pour la nuit, mais les cris ne cessaient pas. Les compresses d'ail et de saindoux étaient changées toutes les demi-heures, mais l'odeur ne faisait que s'intensifier. Son entourage a commencé à agir en son nom. Elle n'était plus en mesure de signer les décrets. Des scribes lui tenaient la main et guidèrent sur la plume. Parfois, il se contentait seul de tracer un trait courbe, affirmant qu'il s'agissait de sa signature. C'est ainsi que les décisions concernant les exécutions et les grâces étaient prises. Les anciennes familles affirmaient que les documents étaient falsifiés, mais elles craignaient de les accuser ouvertement. Une guerre ouverte éclata dans les couloirs du palais. Les gardes de la vieille noblesse et les partisans des nouveaux favoris s'affrontèrent dans des combats sanglants. 2 personnes furent tuées dans les escaliers, une autre fut retrouvée étranglée à la porte. Les rapports indiquaient « chaque heure, du sang coule sur les pierres, chaque jour, un nouveau cadavre est découvert. » Les ambassadeurs ont noté que le pouvoir était passé à un conseil de favoris. Ils décidaient du sort des gens alors que la reine était encore en vie dans ses appartements. Mais son nom était gardé comme couverture. Dans le rapport de l'ambassadeur de Bourgogne, elle gît dans la puanteur, mais son sceau gouverne toujours le pays. Les serviteurs s'enfuyaient. Seuls restaient ceux qui étaient retenus par la force ou la peur. L'un des cuisiniers fut surpris alors qu'il tentait de s'échapper et fut pendu sur ordre des favoris afin de dissuader les autres. Les rumeurs dans la ville devinrent encore plus sinistres. Les gens disaient que le pouvoir était depuis longtemps entre les mains du diable et que la reine n'était qu'un récipient pourri. La foule se rassemblait devant le palais et murmurait des prières, exigeant la fin. À l'intérieur de ses appartements, elle essayait encore de donner des ordres. Sa voix était faible, rauque, ses mots se confondaient. Parfois, elle appelait des chevaliers morts depuis longtemps. Parfois, elle réclamait le fouet pour les nonnes. Parfois, elle demandait du vin, mais on ne lui en donnait pas.
Ces ordres étaient consignés et interprétés de manière à servir les intérêts du Conseil. Le rapport du médecin disait « fièvre constante, peau en décomposition, langue noircie, dents branlantes, respiration putride, odeur de chair morte ». Elle était devenue une ombre pour son entourage. Les gens avaient peur de s'approcher d'elle, peur de la toucher. Mais son nom figurait toujours dans les documents. Son souffle cadavérique exerçait toujours son emprise. Les semaines passèrent ainsi. Elle était presque morte, mais elle vivait encore, et autour d'elle, on se partageait déjà son trône. En hiver, sa respiration devint saccadée, et les médecins notèrent pouls à peine perceptibles, fièvre constante, absence d'urine. Elle n'ouvrait presque plus les yeux. Ses lèvres étaient gercées, ses dents branlantes et tombaient. Sa voix était à peine audible, rauque, parfois seulement un mouvement des lèvres. Elle passa ses derniers jours attachée avec des sangles pour ne pas tomber de son lit dans ses convulsions. La feutrine sous son corps était imprégnée de pus et d'urine, on la changeait tous les jours, mais l'odeur était telle que le prêtre lui donna l'absolution à travers un tissu imbibé de vinaigre. Les archives ont conservé ces notes. Elle respirait à peine, mais exigeait que ses péchés d'adultère lui soient faits pardonner. Elle demandait sans cesse « Dites-moi que Dieu m'a pardonné ». Dans la nuit, lorsque les gardes se sont relayés à la porte, elle a rendu son dernier souffle. Le serviteur Jean a déclaré « Elle a levé la main comme si elle voulait dire quelque chose, mais ses doigts sont immédiatement retombés. Son corps est resté immobile. » C'est ainsi que s'est terminée la vie de la reine, surnommée la Louve. Après sa mort, son corps fut emporté en secret. Les serviteurs se plaignaient de ne pouvoir le toucher sans vomir. La peau se détachait des os, et l'odeur rappelait celle d'une charogne. Les médecins ont tenté de l'embaumer. Ils ont ouvert la cavité abdominale, mais les entrailles étaient déjà noires et en décomposition. Ils les ont recouvertes de sel, de résine et de charbon broyé, mais l'odeur n'a pas disparu. La chair du visage se fendait, et celui-ci a donc été recouvert d'un lourd voile. Lors du transfert vers la cathédrale, les gardes tenaient des torches, mais la foule recula. Les gens se couvraient le visage avec des tissus. Les rumeurs disaient « Même morte, elle pue plus que les vivants ». Les conséquences politiques ne se firent pas attendre. Les anciennes familles déclarèrent que tous les décrets des dernières semaines étaient faux et exigèrent leur révision. Les favoris insistèrent sur la validité du testament et tentèrent de conserver le pouvoir. Des affrontements ouverts éclatèrent. Dans le rapport de l'ambassadeur anglais, le jour de sa mort, le sang a coulé dans 3 salles du palais. Les anciens et les nouveaux se sont entretués à coups d'épée près du cercueil. Le peuple a interprété sa mort comme un signe. Dans les églises, on a célébré des messes où l'on disait « Dieu a puni la débauche et l'orgueil ». Des foules se sont rendues au palais pour réclamer l'exécution de ses proches. Plusieurs favoris ont été arrêtés et pendus devant les portes. Les ambassadeurs des puissances voisines y virent une occasion à saisir. L'Angleterre et la Bourgogne entamèrent immédiatement des négociations avec les héritiers, promettant leur soutien à ceux qui accepteraient leurs conditions. La France sombra dans le chaos, le Conseil se divisa, l'armée se scinda, des révoltes éclatèrent dans les provinces. Les chroniques tardives écrivaient « Elle vivait alors qu'elle était déjà en décomposition. Son souffle maintenait le pays dans la peur et sa mort apporta le trouble. Le peuple la haïssait, la noblesse craignait son nom. Et l'Église la désigna comme un exemple du châtiment divin. Ainsi s'acheva l'histoire de la reine, surnommée la Louve de France. Sa mort ne fut pas la fin,
mais le début de la chute du pouvoir, un nouveau chapitre dans l'histoire du pays. De sa grandeur, il ne resta que la puanteur et le sang dans les couloirs du palais.